le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Cette semaine, notre thème, ce sont nos reines de cœur, nos reines de France, dans nos imaginations, les drag queens. Et même, vous savez quoi, les reines du monde ? Vous savez quoi ? Je pense que Jésus était la première drag queen. Vous savez quoi ? Je vais me taire pour permettre à Audrey de commencer l'introduction de l'histoire du drag. Ouais, on s'est dit qu'on allait parler de drag, comme Mao l'a dit, puisqu'il y a ce gros succès de Drag Race France. Et moi, j'avais envie de faire un petit retour sur l'histoire du drag. Ça remonte à très 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 longtemps. Alors, juste pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas, c'était Jésus la première. Non, vraiment. J'ai bugué. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le drag, on ne sait jamais. Peut-être que des grands-mères nous écoutent. Maman écoute bien. Maman, voilà, exactement. Alors, le drag, c'est une forme d'art vivant de la scène dans laquelle il y a des personnes, souvent LGBTQIA+, qui s'habillent et qui adoptent des comportements ou des codes qui sont souvent associés soit au genre féminin, soit au genre masculin. C'est vraiment la définition assez classique du truc. Alors, c'est différent du travestissement. Alors les deux sont souvent confondus, j'ai l'impression, mais en gros le travestissement ça implique généralement un degré un peu de secret, c'est souvent associé à des fétiches sexuels ou liés au genre. Et en fait le drag ça implique plutôt une performance du genre. L'intention c'est de se défaire des normes du genre justement et de jouer un rôle, de le performer à fond quoi. Oui. Je sais pas si t'es d'accord avec cette définition. Si, je suis hyper d'accord et puis je dirais que le travestissement a un rapport avec soi-même et le fait de découvrir autre chose, alors que le drag, même s'il y a évidemment cette notion, est une forme d'art. Et pour moi, c'est un des arts les plus complets, les plus durs. Je suis d'accord avec toi. J'ai essayé cet été. Oui, exactement. C'est très dur. Donc, moi, j'avais envie de retourner un peu sur toutes les origines de tout ça. Et en fait, on peut retrouver le concept de se revêtir, d'incarner un genre, un peu le concept de travestissement au global dans plein de cultures anciennes. Par exemple, dans la Grèce antique. Oui. En fait, il y avait des acteurs masculins qui incarnaient des personnages féminins, souvent au théâtre. Il y a aussi au Japon, il y a ce qu'on appelle l'onagata. En fait, c'est une tradition d'acteurs masculins qui sont spécialisés dans le fait d'interpréter des rôles féminins dans un théâtre traditionnel qui s'appelle le kabuki. Et en Guadeloupe aussi, en fait, il y a à la période du carnaval, en Guadeloupe et en Martinique, souvent, tu as les hommes aussi qui performent le genre féminin. Et je trouve ça cool, marrant, et en même temps dommage, parce que je me dis, il y a que au carnaval que ces hommes-là s'octroient le droit de transgresser un peu les normes de genre, alors qu'ils pourraient le faire à d'autres moments. Bah oui, fais-le au PMU à 19. Non, mais pour de vrai. Mais tu sais que c'est ouf parce que tu m'éclaires d'un coup. Tu sais, je travaille beaucoup avec Noam Cinceau et il va au carnaval chaque année. Et moi, ça fait plusieurs années que je vois ces stories que je me dis, mais c'est quoi cette méga pride qui est pas au moment de la pride? Et en fait, pas du tout, c'est le carnaval antillais où vraiment il y a cette notion un peu, c'est pas dit en tant que tel que c'est du drag, mais c'est quand même la plupart du temps des hommes qui ça m'avait l'air festif et inclusif. Festif. En fait, j'ai toujours trouvé que ces stories étaient magnifiques à ce moment-là. Oui. Donc merci de m'expliquer et merci franchement de m'instruire. Ouais, et en fait, pendant longtemps, au théâtre, les femmes, en fait, n'étaient pas autorisées à se produire sur scène. Oui. Évidemment, patriarcat, voilà. On vous apprend rien. Et donc, c'était les acteurs masculins qui jouaient souvent les rôles des femmes. Oui. Donc, c'est un petit peu aussi comme ça que je pense que c'est né. Et puis ensuite, au 19e siècle, il y a eu beaucoup de spectacles dans lesquels les hommes s'habillaient aussi en femmes, mais plutôt à des fins comiques ou théâtrales, souvent très, très, très clichés. Oui. Donc, voilà. Ça, moi, je savoure quand tu dis ça, parce que je trouve ça tellement drôle comme ironie de me dire que c'est parce que les hommes ont tellement détesté les femmes qu'ils leur ont demandé de sortir de scène que ensuite ça a permis ou slash obligé à des hommes de porter des costumes féminins à tel point que c'est devenu un des arts les plus transgressifs, les plus progressistes et que l'on peut voir, c'est ce que Nicky Doll disait dans une interview récemment, comme une caricature de la féminité, mais aussi une ode. J'ai l'impression que c'est un peu l'arroseur arrosé, grave. Le méchant méchanté. J'ai fait aussi mes recherches de mon côté et on remonterait la première drag queen avec vraiment ce nom de drag queen à la fin du 19e siècle aux États-Unis et on le devrait à un ancien esclave noir. Voilà encore une figure qui a été oubliée de l'histoire. Il s'appelait William Dorsey Swann. Il est né en 1858 dans le comté de Washington. Ses deux parents sont esclaves et à la fin de la guerre civile et à l'abolition de l'esclavage en 1865, donc pas dans tous les pays mais en tout cas dans celui de Washington c'était le cas, il déménage vraiment à Washington DC, il devient concierge et là à la fin des années
1880, il crée des bals privés qui étaient connus sous le nom de drag. Et en fait, drag, c'était la contraction de Grand Rag, qui signifiait le bal masqué. Donc le fait d'être costumé. C'était aussi, à l'époque, des compétitions de danse avec la remise de prix de reine de la nuit, qui faisait référence, en fait, chaque année à Washington, tu avais un grand défilé où chaque quartier de Washington était représenté par quelqu'un déguisé en reine de la liberté. Et donc, il a voulu reprendre ça à son compte et aussi à ses risques et périls parce que c'était très dangereux de s'y rendre. Il y avait régulièrement des descentes de police. Et si tu étais arrêté, ton nom était affiché dans le journal, ce qui équivalait à l'époque à la fin finalement d'une vie sociale et à une humiliation publique. C'était aussi un des rares endroits queer, métis, où il y avait autant des personnes noires que blanches qui s'y rencontraient, puisqu'à l'époque, la ségrégation était de vigueur. Il y avait des réseaux queer blancs et des réseaux queer noirs. Celui-ci faisait exception. Alors, ça va durer très peu de temps, puisque ça va durer moins d'1 an. Mais en fait, après, il en refera quelques-uns. Mais enfin, pour faire rapidement, à partir de 1885, il y a une série de lois qui est franchement contre le travestissement. Du coup, il est lui-même arrêté. Il prend 300 jours de tôle. Il fait appel de la décision. Le mec qui prend la décision, il dit « Non, tu restes en prison ». Mais du coup, c'est à cette date-là qu'on date la première fois qu'une personne queer s'est battue pour ses droits civiques. Donc, de riches pensées. Et merci à William Dorsey Swann. Et d'ailleurs, je me rappelle toute l'histoire que tu viens de raconter. J'en avais fait une chronique sur France Inter. Et à la Pride, je rencontre Soa de Muse, queen parmi les queens, selon moi, j'avoue. Oui, j'adore. La queen de Paris. Et à juste titre, elle me dit, j'ai bien apprécié, mais tu as oublié cette histoire-là. Et c'était un choix, j'avais que 2h30 et j'avais choisi de raconter, en fait, le fait qu'on avait empêché des femmes d'être sur scène. C'était ce twist-là qui m'avait amusée. Mais il faut évidemment rendre honneur à William Dorsey Swann. Merci pour ce rappel. Moi, j'ai vu que par la suite, du coup, dans les années 1920, donc beaucoup plus tard, et début des années 30 aussi, il y avait ce qu'on appelait la Pansy Craze. Et en fait, ça a engendré vraiment un pic de popularité, pour le coup, des clubs et des artistes gays. Et donc, les personnes LGBTQIA+, se produisaient beaucoup sur scène, partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis, notamment à Times Square et à Harlem, où il y avait des numéros de travestis, vraiment les plus renommés des années 20. Il y avait eu un gros engouement aux États-Unis. Et en fait, à cette époque, les personnes LGBTQIA+, dont les drag queens, elles étaient évidemment, comme tu l'as rappelé, victimes de fortes discriminations sociales. Il y avait des persécutions des lieux, la police qui fermait des établissements, etc. Et donc, les gens cherchaient des espaces safe, des espaces underground, et donc, du coup, beaucoup plus cachés pour exprimer leur identité. Et c'est un peu comme ça aussi que sont nés les balls. Et il y a aussi, au début du XXe siècle, la renaissance de Harlem aux États-Unis. Pour rappel, en fait, c'est un mouvement où il y a vraiment eu un renouveau de la culture afro-américaine. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu aussi un pic également des spectacles de travestissement, notamment des communautés afro-américaines, LGBTQIA+. C'est pour ça que les personnes racisées ont eu une grande part dans tout ça, dans le drag, dans le voguing, dans tout cet univers-là. Et en fait, les drag balls de Harlem étaient devenus hyper populaires parce qu'il y avait plein de beaux costumes hyper élaborés, des shows et des compétitions hyper élaborées, j'ai pas d'autres mots. Et en fait, les participantes passaient des mois à se préparer, à coudre leur propre tenue, comme les gens le font encore aujourd'hui. On voit dans les séries Pose, exactement, c'est incroyable. À répéter leurs numéros, à se créer des personnages. Et il y avait des catégories de compétition comme Butch Realness, Femme Realness, Voguing. Exactement. Et en fait, moi, je me suis demandé la différence entre drag et l'univers ballroom. Et en fait, les balls, en gros, c'est des compétitions auxquelles participent des gens, donc souvent des drag queens, mais pas que. Il n'y a pas que des drag queens qui performent dans différents genres et catégories de drag. Donc, j'en ai énuméré quelques-unes, Butch Realness, etc. Et le drag, comme on le dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est toutes les pratiques qu'un genre va adopter pour performer un autre genre. Donc, les deux sont pas vraiment opposés. Et je pense qu'on l'a je pense que les gens l'ont un peu compris. Ça a eu vraiment un énorme rôle dans la lutte des droits queer, des droits LGBTQIA+. Notamment, il y a eu les émeutes de Stonewall en 69, qui ont été en grande partie dirigées par des drag queens et aussi des personnes transgenres et des lesbiennes qui voulaient se battre justement contre le harcèlement policier, contre la discrimination, etc. Je suis allée d'ailleurs
Aston Hall. Oui, ah d'accord, j'ai Aston en 69. Non, oui, j'ai fait un petit voyage dans le temps, c'est ce qu'on appelle mon week-end en festival électro. Non, mais que te dire, c'est une place maintenant commémorative avec des statues en plâtre de couples qui sont assis sur des bancs. Okay. Et c'est vrai que c'est plein d'émotions. C'est resté un bar, c'est un bar relativement commercial qui est, je pense, sans grand intérêt aujourd'hui, mais c'est heureux qu'il puisse rester là pour un moment de pèlerinage. Moi, ma petite sœur, par exemple, est lesbienne et à Noël, elle a proposé qu'on y aille avec ma mère et mon beau-père, qui n'ont pas forcément agi de la meilleure des façons lors de son coming out. Et je pense que c'était bien. Voilà, je pense que ça peut être un endroit de réconciliation, de commémoration. Et tu peux aller amener tes parents là-bas en leur racontant ton histoire sur le chemin pour qu'après ils soient heureux. Voilà. C'est toujours un bar queer, rassure-moi. Oui, c'est toujours un bar queer. Surtout gay masculin, mais queer tout de même. Enfin, voilà. Ok, d'accord. Il y a des shows de drague d'ailleurs de temps en temps là-bas. Ok, trop bien. Bon, bah, si vous avez l'occasion d'aller à Stonewall, allez-y. Avec vos parents pour faire votre coming out. Le truc, c'est vraiment une procession. Grave. Je t'amène ici parce que, tiens, regarde quelques drapeaux. Tu crois que j'essaie de te dire quoi, maman? Que tu veux devenir diplomate? Non. Vous n'êtes pas obligé de faire votre coming out d'ailleurs, mais si vous voulez le faire de manière très dramatique, vous pouvez suivre les pas de Mao. Et donc, après tout ça, après Stonewall, plus récemment, le drag a commencé à être hyper connu par le grand public, notamment, du coup, on va en parler, grâce à des artistes comme RuPaul et grâce aux représentations qu'il y a eu au cinéma, mais surtout à la télévision. Mm-hmm. Et donc, en 2009, il y a la fameuse émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race, qui a vraiment, du coup, popularisé, démocratisé la culture drag et qui a lancé, pour le coup, pas mal de carrières de drag queen. Mm-hmm. Et bon, moi, je connaissais pas trop l'histoire du drag en France. Là, c'est plutôt aux États-Unis. En France, on va dire qu'au début du XXe siècle, il y avait également des spectacles de travestissement dans les cabarets, enfin, surtout à Paris, surtout dans les grandes villes. Il y avait des numéros avec des interprètes masculins qui incarnaient des personnages féminins. Après, oui, on peut parler du Moulin Rouge, du Lido, et puis aussi de Madame Arthur, etc. Michou, voilà, exactement. C'est un peu toutes ces figures-là qu'il y a en France. Et fin 20e, début 21e, il y a eu aussi une scène drag qui a vraiment émergé à Paris, surtout dans le Marais. Voilà, c'est une scène qui est beaucoup influencée par la mode, puisque Paris, capitale de la mode. Et voilà, t'as certaines drag queens qui vraiment font des petits clins d'œil comme ça, avec des éléments de la haute couture française. Puis il y a les queens, les figures des drag queens et puis aussi des drag kings. Donc les drag queens qui ont joué un rôle crucial, on le rappelle, dans tout ce qui est remise en question des normes de genre qui élargissent un petit peu les limites de l'identité de genre, etc. Et donc elles ont souvent un nom de scène, elles incarnent un personnage qui est quand même bien ancré en général, avec des traits de caractère, des costumes, un show. Souvent ça peut être de la danse, du théâtre, de la comédie, du chant, soit du chant en direct, soit du lip-sync. Oui. Donc voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'à Paris... en fait, j'ai l'impression que là, avec l'émission, t'as enfin des drag queens françaises qui vont gagner leur vie grâce à ça. Mais c'est vrai que, en fait, il y a hyper longtemps, quand j'étais en école de journalisme, la première enquête que j'ai faite, c'était sur les drag queens. Ok. Et les deux qui avaient accepté que je les interviewe, elles font toujours du drag. C'est Mini Majesté, qui est assez connue à Paris parce qu'elle tient un bingo drag à la folie. Trop bien. Enza Fragola, qui est connue déjà pour ses costumes fantastiques, qui a beaucoup d'imagination. Et c'est quelqu'un que j'adore parce qu'elle prend le métro en drague depuis des années pour forcer les gens à les voir. Et aussi, elle fait des lectures de contes pour enfants. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Absolument. Et ouais, du coup, on parlait tout à l'heure de RuPaul Drag Race aux États-Unis, mais il y avait aussi plein d'autres dérivés dans tous les autres pays. Ouais. Moi, aux États-Unis... je sais pas si t'as déjà regardé du coup la version originale RuPaul Drag Race. Oui, moi j'ai découvert en 2016. Oui, au début j'ai adoré. Après j'y ai vu ses limites et ses critiques. Mais les premières années, en fait, ça m'a permis de découvrir un univers que je connaissais mal. Comme j'adore l'imagination, le spectacle, le m'as-tu vu, c'est vrai que en fait j'étais juste sur le sol du talent qu'on me permettait de découvrir. Moi je t'avoue que j'ai pas trop regardé la version originale RuPaul Drag Race. J'ai vu des extraits comme beaucoup de gens, je pense, ça circule pas mal sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu effectivement dans les dernières saisons pas mal de critiques qui ont émergé. En gros, il y a des gens qui disent que, justement, c'est cool parce que ça a permis de démocratiser le drag, mais aussi ça a permis de le gentrifier, malheureusement. Et que, du coup, il y avait comme
dilution, on va dire, de ses origines qui étaient un petit peu subversives. C'est de moins en moins subversif, quoi. Ça devient mainstream. Ça devient beaucoup comme plus l'électro mainstream. qui sort des raves Exactement. Et que David Guetta amène au chart. Et il y en a qui disent que c'est plus, du coup, devenu un divertissement plutôt qu'une critique des normes de genre. Voilà, bon, après, on peut accoler cette critique à beaucoup de mouvements. Oui. Parce qu'en plus, tu vois, de la part de RuPaul, je suis un peu d'accord avec toi. En plus, il a mis longtemps à accepter qu'il y ait des drag queens transgenres qui viennent sur le show. Il a fini par le faire quand même. Mais par contre, moi, ce que j'apprécie, c'est que... Alors moi, j'ai arrêté à la saison 13, je pense, ou celle 12, celle avec Nicky Doll. Ouais, j'ai regardé... Fidèle. Ah mais... Non mais tu te rends pas compte, hein. Par exemple, il y avait des saisons, je me rappelle d'un jour, j'étais en école de journalisme, je me suis portée pâle pour la regarder chez moi. J'avais fait des stories en mode, enfin, une bonne raison de se porter malade et tout. Hein. Non mais j'adore. Je suis une grande fan. C'était le premier sujet. Je pourrais pas dire que je suis une experte, mais je suis une fervente admiratrice en tout cas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des queens qui arrivent sur un runway avec leurs costumes et leurs danses à porter un message qui va être transgressif. Alors du coup, ça repose plus sur leurs épaules que sur celles de la production. Mais il y en a toujours, je trouve, qui arrivent à être rebelles et à faire passer des messages. Trop bien. Il y avait une autre critique aussi, comme tu l'as évoqué, c'était que voilà, il y avait pas trop de diversité dans les personnes qui étaient représentées dans cette émission-là. Par exemple, il y avait pas trop de queens transgenres, pas trop non plus de queens racisées, mais je pense que ça évolue un petit peu. Bah en fait, moi je trouve que ça évolue vachement avec la franchise européenne. Ouais. Genre trop bizarre que la rébellion vienne de nous, mais en fait, déjà par exemple, dans un épisode de la saison 1, il y a un drag king, enfin il y a plusieurs drag kings, c'est juste qu'il y en a un qui est un de mes potes qui s'appelle Judas la Vidange, donc je pense à lui là, qui sont présents à l'épisode 2, ça n'avait jamais été fait dans aucune franchise. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et la saison 2, là, il y a tout un épisode où il fait toute une installation de mariage et tout. Et j'ai vu que là, dans la franchise allemande, pour la première fois, il y a une femme drag queen qui va venir aussi en drag king. Parce que, par exemple, je sais qu'ils ont essayé de caster des drag kings en France. J'avais plein de potes qui avaient été contactés. Mais leur question, et je la trouve légitime, c'est qu'ils se disaient, si je participe, mes costumes qui exacerbent le genre masculin, même si je mets plein de paillettes, on s'attend trop à des robes, j'y arriverai jamais. En fait, comme si c'était deux catégories trop différentes. Ils avaient peur de perdre trop d'argent, parce que c'est cher en plus de faire ces costumes et tout. Pour en fait ne pas réussir à rivaliser. Bon, moi je rêve d'une saison, en tout cas 3, où il y a aussi des drag kings parce que leurs perfs sont... Enfin, moi j'ai jamais eu autant de frissons qu'il y a des perfs de drag kings, quoi. Je sais pas si c'est parce que ils se donnent plus de mal, parce qu'ils sont plus sous-représentés aussi, ouais. Sous-représentés, mais il y en a un autre que j'adore qui s'appelle Père Eustache. Et ça c'est... Enfin bref, c'est juste des perfs, mais qui vont chercher dans le champ, dans le truc... Bref. Qui pousse le truc... Oui, la relève est là. Les kings sont bien là. Trop bien. Bah ouais, j'allais dire aussi, il y avait une critique sur le fait qu'il y avait pas beaucoup de... Enfin, c'était très binaire et que c'était beaucoup les queens qu'on adore, mais du coup, il y avait beaucoup moins les drag kings et même les artistes non binaires n'étaient pas représentés. Il y avait aussi des accusations d'appropriation culturelle avec certains costumes. Ouais. Donc, c'est un grand classique. Enfin voilà, en tout cas, il y a eu quand même un gros succès de RuPaul Drag Race et comme tu le disais tout à l'heure, Drag Race France et je trouve est vachement subversif et du coup ça marche plutôt bien. Mais oui, ça marche parce que la prod ils se sont dit on prend les codes de la communauté française et du coup, même dans les guests, genre la première guest, tu sais il y avait une mannequin transgenre qui s'appelle Raya, enfin qui est une figure hyper je trouve connue et importante pour nous mais pas connue du grand public et je suis trop contente qu'ils aient fait des choix juste sincère et je trouve que ça paie de ouf. C'est vrai que par rapport du coup à RuPaul Drag Race donc aux États-Unis, il y a un peu plus ce truc là je sais pas comment dire mais local, je sais pas comment dire. Virginie Despentes en guest, enfin, franchement c'est des choses mais merci de l'avoir. C'est ça. Et il y avait une critique qui avait été émise aussi pour la version du coup US, c'était que c'était tellement gros, c'était tellement énorme et c'était tellement comment dire une esthétique assez voilà, t'avais vraiment l'esthétique RuPaul Drag Race. Ouais, il y a une esthétique, je suis d'accord, c'est imposé. Imposé et que du coup les personnes un peu moins connues et plus locales etc se sentaient délaissées d'une part et aussi obligées de coller à cette esthétique là même en dehors de l'émission parce que les gens avaient l'impression que le drag c'est ça, c'est RuPaul Drag Race et c'est pas autre chose. Je suis d'accord. Et que du coup, ça laissait un peu moins de place à ce que c'est vraiment de subversif et de créatif, tu vois. Ouais. En tout cas, la version française fonctionne très bien. Ouais. 2,1 millions de vidéos vues cumulées sur France TV. Enfin, il y a des chiffres extraordinaires. L'âge moyen, c'est 34 ans, je crois. Donc, c'est quand même une cible assez jeune. C'est genre plus de 60 ans, l'âge moyen des gens qui regardent la télé en général. Donc, c'est une vraie révolution, quoi. Tu vois, ça a vraiment révolutionné le paysage de la télé française. Oui. Et franchement, non mais voir des personnages aussi badass, tu vois, que La Briochée ou que Soa de Muse,
sur le service public. Enfin bref, j'en suis vraiment reconnaissante et je pense que... Puis ça ouvre... En fait, le problème en plus, je trouve que c'est que quand on est dans des sociétés qui se parlent pas et qui se regardent pas et qui sont pas représentées, les gens ont peur les uns des autres. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui avaient des préjugés homophobes. Et en fait, en voyant que c'est un art, en découvrant des personnages, je suis sûre qu'il y a plein genre de vieux gars qui étaient en mode genre, mais en fait, c'est pas mal. Faut que je m'ouvre. Voilà, donc la saison 1 est un succès, présentée par Nicky Doll, qui est la seule drague française d'ailleurs à avoir participé à une émission américaine. Et voilà, tel succès qu'il y a une saison 2. Il y a une saison 3 qui a été re-signée juste après. Ils ont pu faire en plus du coup une finale en public. C'était la folie, tout le monde voulait avoir son invitation. Mais je t'avoue, en fait, Audrey, je crois que mon rêve, c'est d'être guest judge. Je te verrais bien. C'est vrai? Avec Camille, c'est lancé. Si vous nous entendez. La saison 2, Keyona a gagné. On va faire un petit mot sur Keyona, qui s'appelle comme ça en référence à sa nièce, et qui est d'ailleurs la première queen noire hors US à gagner sur une franchise en dehors des États-Unis, parce que tout simplement, c'est la plus forte. Écoute, elle est technique, elle est gentille, elle est intéressante. C'est la reine du ballroom. Elle a aussi été finaliste d'une émission qui est un peu comme Drag Race, mais sur le ballroom. Okay. C'est une compétition de voguing qui s'appelle Legendary sur HBO. Oui. Et elle est arrivée parmi les finalistes because she's so forte. Ouais. Avec sa house, puisqu'elle est Mother de sa house, de la house Revlon. Fun fact, en 2021, elle a participé aux Reines du Make-up sur M6. Wow. C'est une mini-émission, mais elle a gagné aussi. Parce qu'elle est trop forte. Mais elle gagne tout, elle rafle tous les prix. Et Keyona, j'ai eu la chance de partager quelques scènes avec elle, parce qu'elle faisait partie du cabaret de Poussière en avril de cette année. Et c'était marrant parce qu'en fait, les épisodes avaient été tournés jusqu'à la demi-finale. Ok. Et je sais pas, je la sentais en confiance, forte et tout. À un moment, je lui ai dit, mais c'est pas trop bizarre de te dire que tu vas être connue, il y a des épisodes qui existent mais qui n'ont pas encore été diffusés. Ouais. Et là, on était un petit groupe, elle a dit, mais si, mais en plus, j'ai vraiment fait un truc de ouf, mais je peux pas vous dire. Bon, à ce moment-là, c'était sûr du coup qu'elle était en demi-finale. Mais du coup, bon bref, elle était d'ailleurs extrêmement forte sur cette scène-là. Super costume, elle danse trop bien, elle chante trop bien. D'ailleurs, elle a sorti un son qui s'appelle Déjà une star, vous pouvez aller écouter. Ok. Et je voulais faire un big up dans mon panthéon aux autres queens que j'ai adoré. Vas-y. Qui sont Ginger Beach, je sais pas si tu l'as bien aimé. Moi, c'est un peu comme Lola la diva. L'adore. Je dis pas juste ça parce qu'elles viennent du sud et qu'elles sont rondes, mais je trouve qu'elles ont ce truc hyper badass d'humour, de comédie queen qu'elles ont amené. En plus on voit rarement des queens de plus de 40 ans et elles ont rien à envier aux plus jeunes en fait. Elles ont grave eu leur bail. Sarah Forever, j'admets que oui, je souhaite qu'elle représente la France à l'Eurovision. Et Pounani, très technique, et très très forte également. Et Mami Wata, je pense qu'il faut faire un trône pour Mami Wata, qui est touchante, qui est forte. Le parcours est incroyable. Il y avait beaucoup de queens touchantes. J'ai pas encore fini, pardon, mais en fait c'est ouf parce qu'au début de la saison 2, je me suis dit je vais pas réussir à m'attacher autant que la saison 1. Et en fait, ils ont encore relevé le défi. C'était encore plus fort, je trouve. Est-ce qu'il y a une queen que tu as particulièrement aimée qui n'aurait pas gagné? Moi, j'ai beaucoup aimé Moon, du coup. J'aime bien tout son univers. Elle a un peu comme une sorcière geek, dark, geek. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien sa personnalité. J'aimais bien ses shows. Je pense que la France est amoureuse de Moon. Hein. Ouais. Mon meilleur ami est amoureux d'elle maintenant. C'est vrai? Ah, mais il a passé l'été à me parler d'elle. Ok. Donc, Moon, si tu nous entends, il y a un homme qui s'appelle Julien qui te cherche dans Paris et qui est prêt à crier. Je pense Moon, que c'est pas le seul. Moon. Et ouais, en fait, moi, ça me fait plaisir aussi parce qu'il y a un contexte quand même assez particulier pour les drag queens en ce moment, que ce soit en France ou ailleurs. Mais pour rappel, comme il y a une visibilité croissante des queens, du coup, c'est un peu à double tranchant puisque en France, il y a pas mal de manifestations depuis plusieurs mois qui perturbent les séances de lecture pour enfants animées par les drag queens. T'en parlais tout à l'heure. Donc, en fait, c'est des séances de lecture de textes. Avec des gens pailletés, c'est terrible. Les enfants deviennent homosexuels en 2 secondes. En plus. Et ils sont joyeux. Dites-vous qu'ils dansent parfois. Non, mais en plus, c'est des textes sur l'égalité, sur le respect, sur l'amour. Donc, c'est horrible ce wokisme, d'accord? Ouais, c'est affreux, quoi. Je refuse que ma fille ait les mêmes droits que mon fils imaginaire. Franchement, c'est n'importe quoi. Organisé, en plus, depuis plusieurs années, mais du coup, vu qu'il y a une croissance de cette visibilité-là, en fait, il y a plusieurs attaques de l'extrême droite qui sont de plus en plus fréquentes. Et en fait, ça part souvent de polémiques sur les réseaux sociaux qui sont diffusées encore et toujours par des médias de droite et d'extrême droite, grossis, déformés à souhait. Et ensuite, il y a des menaces, des manifestations, des interdictions de ces lectures effroyables de textes à des enfants. Et donc voilà, comme d'habitude, tu sais, t'as toujours des opposants qui sont hyper inquiets de l'influence que peuvent avoir les personnes queer sur leurs enfants.
C'est un petit peu le même discours qu'il y avait eu pour le mariage pour tous en 2012. Et puis c'est des attaques qui se produisent aussi dans un contexte particulier de montée en puissance d'un discours hyper transphobe, parce que les gens confondent un petit peu tout. Ils se disent, bon, alors, il y a des hommes qui prennent des apparats... Non, mais c'est vrai que les gens savent peu de choses. À New York, je suis allée voir un drag show avec ma sœur et son amoureux. Et son amoureux, il découvrait vraiment pour la première fois. Alors, il a été épaté, il a trouvé ça incroyable et tout. Mais elles étaient en body et elles faisaient des grands écarts. Et il a cru que c'était des femmes transgenres. Oui, il m'a dit, mais elles se sont... il est pas woke, mais il s'exprime avec toute sa bienveillance, mais avec ses mots. Donc il me dit, mais non, mais elles se sont coupé le pénis. Et je suis en mode, mais pas du tout, il y a un truc qui s'appelle le tucking. Après, je lui ai montré une vidéo de tucking. Et du coup, il était en mode, mais c'était ses nouvelles héroïnes, genre de Jeux Olympiques. Et je me mais non, elles savaient le si là, elles sont allées sur le sol pour genre faire... Ouais. Il y a des gens qui confondent. Les gens ne savent juste pas. Donc, ils aillent rencontrer, ils connaissent pas. C'est ça, exactement. Et du coup, il y a un espèce de discours qui se mélange. Donc, ils voient, les drag queens qui lisent des histoires aux enfants. Et il y a des discours, du coup, transphobes. Enfin, tout se mélange. La haine, se mélange. Et aux États-Unis aussi, il y avait eu pas mal d'artistes drag qui avaient fait face à ce même genre de truc pour les lectures. Et du coup, pour le coup, aux États-Unis, c'était beaucoup plus grave, parce que j'espère que ça va pas arriver en France, mais il y a eu des lois carrément qui ont interdit ce genre de lecture, notamment au Tennessee. Donc, dans tout ce contexte-là, quand même contente que ça ait un certain succès en France, que cette émission existe, que finalement ça se démocratise, en espérant que ça n'écrase pas non plus les queens locales. Mais je trouve ça quand même plutôt positif globalement. Je sais pas ce que t'en penses. Évidemment, je pense que tu penses la même chose. Bien sûr que c'est positif. Tout n'est pas parfait, mais je suis contente qu'il y ait des initiatives et des émissions de représentation qui au final aident juste à l'amour, même si elles sont pas parfaites. Oui, vive les queens!